Et il y a évidemment aussi les politiques budgétaires avec les États qui annoncent eux aussi des milliers de milliards de dollars de soutien d'aide aux économies. On parle d'un nouveau plan de soutien aux infrastructures aux États-Unis, potentiellement de 1500 milliards. En Europe, il y a ce plan de la Commission européenne, Bernard, 750 milliards d'euros, dont une partie constituée de mutualisation de dettes quand même. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau pour l'Europe, c'est un signal supplémentaire. Comment est-ce que vous l'analysez? Est-ce que cette fois-ci, plus peut-être et plus rapidement qu'en 2008-2009, l'argent mis sur le marché, l'argent mis à disposition bénéficiera à l'économie réelle et permettra quand même de limiter le choc qu'on est en train de vivre? Donc effectivement, ce qui est important par rapport à la situation d'il y a 12 ans, c'est que les autorités ont réagi très très vite, quasi instantanément, sans attendre. Les banques centrales dont on vient de parler, elles font leur métier, qui n'est pas de sauver le monde, qui est de sauver les systèmes financiers. Une autre différence entre maintenant et 2008, c'est qu'on n'a pas eu de faillite majeure de grandes banques nulle part. Nulle part. Ça, c'est important, ça s'était passé en 2007-2008, ces faillites, on ne les a pas eues cette année, les banques centrales ont évité ça. Maintenant, est-ce que les banques centrales vont sauver le monde? Non. D'ailleurs, ce n'est pas leur métier, c'est peut-être plus le métier des gouvernements, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Sur les milliers de milliards dont on parle de soutien budgétaire, je pense qu'il y a peut-être milliards et milliards. C'est-à-dire qu'en fait, la grosse partie des milliers de milliards en question sont des garanties de crédit et des crédits supplémentaires. Ce qui veut dire qu'à un moment, il faudra les rembourser. Donc en fait, on repousse le sujet un peu plus tard. On dit bah, dans quelques années, ça ira mieux, on pourra rembourser. Et puis, il y a des subventions pures et dures. Donc le chômage partiel pour nous en France, une méthode équivalente qui a été trouvée aux États-Unis. Et donc là, l'argent qui a été donné aux ménages, ils ne vont pas le rendre, jamais. Cela, on peut espérer qu'ils vont le consommer. Manque de chance, ils l'ont plutôt épargné ces derniers temps. Mais donc, tout ça, tout ce qu'on est en train de mettre en place en termes de plan de soutien, y compris budgétaire, ça accumule de la dette et on a repoussé le problème. Et à nouveau, on a le problème de la solvabilité. Les banques centrales résolvent le problème de la liquidité. Le problème de la solvabilité à long terme, il est là. On compte sur une croissance très, très vigoureuse pour permettre de rembourser ces dettes à l'avenir. C'est là-dessus que les autorités jouent. Mais enfin, voilà, on déplace le problème un petit peu dans le temps. Oui, en espérant le résoudre par la croissance. C'est aussi aujourd'hui que démarre la présidence allemande de l'Union européenne. D'ailleurs, une nouvelle page intéressante d'ailleurs, parce qu'on disait encore il y a quelques mois, bon, Angela Merkel n'est plus très inspirée, elle n'est plus si puissante d'ailleurs en Allemagne. Et on voit que là, avec cette crise, elle sort renforcée. Elle est très haute dans les sondages en Allemagne. Elle a retrouvé sa popularité et elle a retrouvé manifestement aussi un élan pro-européen, puisque l'Allemagne a ces dernières semaines basculé plutôt dans le camp français, ou en tout cas dans le camp des pays qui réclament plus de solidarité en Europe. Qu'est-ce que vous attendez de cette présidence allemande de l'Union qui démarre aujourd'hui même, Bernard? Bon, ça, c'est quand même vraiment la grande nouveauté de l'Europe et des gouvernements cette année, c'est cette mutualisation des dettes qui visiblement va se faire. Donc ça reste de la dette, donc il faudra le rembourser, mais enfin, c'est plus chacun chez soi, on a quelque chose d'un peu supranational, ça ressemble à quelque chose de fédéral qui est en train de se mettre en place, c'est la première fois, ça avait toujours été refusé, en premier lieu par l'Allemagne. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et le fait que ce soit l'Allemagne qui préside l'Europe pour mettre ça en place, c'est plutôt un bon signe. Alors ça va se faire sûrement à l'européenne. On sait toujours que ça prend des mois et des mois, des négociations, des gens qui ne sont pas d'accord, etc. Mais le fait que ça se passe sous la présidence d'une Allemagne et d'une dirigeante allemande forte, c'est plutôt un bon signe, y compris pour le renforcement dans les prochaines secousses qu'on va avoir immanquablement dans les répliques un petit peu du séisme qu'on a eu au premier semestre et qui ne manqueront pas d'arriver, des dettes mutualisées et un peu moins de chacun pour soi entre pays, ce sera forcément positif pour tout le monde. Le basculement de l'Allemagne, comment est-ce que vous l'analysez? Jusqu'où est-ce qu'il l'apportera ou jusqu'où est-ce qu'il pourrait apporter, on va rester un peu prudent quand même, un nouvel élan, peut-être un nouvel idéal à l'Europe, Philippe? Ah, l'idéal européen, oui. En effet, on est au-delà des 6,20 mètres là, pour le saut à la perche. Non, mais l'Allemagne a compris quelque chose, et pas seulement Angela Merkel, naturellement. Il y a pas mal de gens de son parti ou de l'opposition. On le voit avec la question là, de la cour de Karlsruhe. Tout le monde a l'air de dire oui, finalement la BCE a bien fait. Elle a bien fait d'empêcher la zone euro d'exploser. Et là, la mutualisation des dettes et les subventions
c'est une très très bonne idée finalement d'éviter aux clients de l'Allemagne de faire faillite. Parce que là, d'un seul coup, on se rend compte quand même que l'Allemagne, ses principaux clients, c'est pas forcément que la Chine. Les échanges se font beaucoup avec l'Italie, avec l'Espagne pour le secteur automobile notamment. Donc là, l'Allemagne, elle a quand même besoin que ses clients ne lui claquent pas dans les mains. Et je pense que Angela Merkel va essayer de faire passer le même message auprès des Autrichiens. Je crois que ça y est, c'est fait. Ils ont aussi compris. Et auprès des Hollandais, de Mark Rutte, puisque pour l'instant, c'est le Premier ministre néerlandais qui se montre peut-être encore le plus réticent, toujours parce que un pays qui gère bien ses finances depuis des décennies, d'un seul coup, devoir venir combler le passif des autres. Oui, mais les autres, c'est les clients. Mais oui. Voilà. Et quand les Hollandais descendent en Italie, passer leurs vacances, ils sont quand même bien contents de trouver un pays où il y a des infrastructures des infrastructures qui fonctionnent, des hôpitaux où il y a encore du personnel. Et les industriels allemands sont contents de pouvoir vendre leurs machines-outils aux pays du Sud, comme aux autres d'ailleurs. Mais voilà, oui, tout à fait. L'Europe est nécessaire à l'Allemagne. Voilà. Donc le mot nécessaire, exactement, c'est ça. On est maintenant dans la nécessité. Surtout dans un contexte de protectionnisme global, de méfiance dans les échanges internationaux, dont bénéficiait beaucoup jusqu'ici l'Allemagne. Elle aura peut-être plus besoin encore demain d'Europe qu'avant. Alors ça, c'est peut-être un débat de meubles, ça sera notre sujet. C'est est-ce que Donald Trump, dans le cadre de sa campagne, va de nouveau essayer de se faire mousser auprès de ses actionnaires en expliquant que l'Allemagne, ça fait trop longtemps qu'ils exploitent la naïveté des Américains et qu'ils dégagent des excédents pire que la Chine, parce que ce sont les propres mots de Donald Trump. L'Allemagne, c'est pire que la Chine. Et on sait que par des enregistrements de conversation, que Donald Trump a littéralement insulté Angela Merkel au téléphone. Enfin bon, bref, on n'est pas à l'abri que Donald Trump envoie de mauvais signaux sur les échanges américano-européens. Et malheureusement, ça nous emmènerait jusqu'au mois de novembre. Bon, ce serait l'une des épées de Damoclès supplémentaires à l'approche de la présidentielle américaine. Comment est-ce que vous jugez cet événement-là qui à chaque fois aussi pilote la tendance sur les marchés, particulièrement à Wall Street. Wall Street sera très sensible aux résultats de ces élections et surtout aux arguments des uns et des autres. On sait que Donald Trump n'a jamais peur de renverser la table, d'éventuellement effrayer s'il le faut, mais quitte à cristalliser son électorat. Voilà, tout est bon. Voilà, comment est-ce que vous abordez cette nouvelle période qui s'ouvre ? Ça, c'est un sujet majeur. En arrivant dans l'année, on avait à peu près en tête que ça allait dérouler et que Donald Trump allait être réélu en novembre. Tout laissait entendre ça. Et puis là, c'est quand même beaucoup moins sûr. Il faut garder en tête que la rentabilité exceptionnelle, la performance exceptionnelle des marchés américains sur les 15 dernières années, voire au-delà, c'est parce que ce sont des entreprises qui fonctionnent bien. C'est aussi largement assis sur un taux d'impôt sur les sociétés qui n'a jamais été aussi bas. Puisque les bénéfices qui sont regardés par les marchés sont les bénéfices après impôt. Toutes choses égales par ailleurs, il suffit de baisser les impôts pour faire plus de bénéfices. Ok, tout va bien. Évidemment, une des questions qui va se poser si on a une victoire démocrate en novembre, c'est quid de l'impôt sur les sociétés. Et là, ça risque d'être mal pris. Par les marchés. C'est assez probable, même si Joe Biden a peu de choses à voir avec Che Guevara, il y a quand même des craintes de hausse de l'impôt sur les sociétés. Les marges étant ce qu'elles sont aujourd'hui, il suffit de pas grand-chose pour avoir des résultats qui sont encore pires que ce qu'on a. Et donc ça, ce serait assez mal pris. Donc à nouveau, un petit peu comme il y a 4 ans, des résultats qui vont être fondamentaux pour la suite pour les marchés. Évidemment, une victoire bleue serait assez mal prise. Pour le moment, c'est plutôt ce qui se décide, mais enfin, on sait très bien qu'il y a 4 ans, jusqu'à la nuit même de l'élection, on n'avait pas encore les résultats. Donc, C'est vrai. Mais là, l'écart dans les sondages quand même entre Donald Trump et Joe Biden devient très important, Philippe. On est largement au-delà de l'écart qui séparait à l'époque Hillary Clinton et Donald Trump. Oui, alors, pour l'instant. Ce qui est un peu différent, c'est qu'à l'époque, Donald Trump n'était pas encore investi et même on faisait déjà des projections, est-ce que si c'est Donald Trump ou un autre, et il avait du retard, quel que soit le candidat républicain, mais un écart de 11 points, historiquement, ça n'a jamais été rattrapé par aucun candidat. Alors j'imagine que Donald Trump continue de rêver qu'un gros scandale concernant Joe Biden, son fils, ses affaires en Ukraine, permettrait d'un seul coup de balayer l'adversaire. Mais je crois que c'est à peu près
tout ce sur quoi il peut compter aujourd'hui pour espérer être réélu. Il n'y a pas que la question économique, il y a la question des Black Lives Matter, il y a la gestion de la pandémie, le déni, etc. Le fait qu'il apparaisse partout en public sans masque et pendant ce temps l'épidémie court à nouveau dans beaucoup d'États. Qui ne prononce jamais cette expression comme que tous les présidents américains ou tous les présidentiables doivent avoir dans la bouche, c'est l'union nationale. Voilà, ils ne le prononcent pas. Il y a un moment où, à force de ne parler qu'à ses propres électeurs, c'est bon, il sait qu'il les a. Ça finit par lui aliéner une grande partie de l'opinion publique. Mais est-ce que ça veut dire aujourd'hui, l'avance de 11 points de Joe Biden, ça veut dire qu'il a réellement cette fois-ci perdu de ses propres électeurs? C'est-à-dire que là, le vivier de personnes susceptibles de basculer comme Donald Trump avait réussi à le faire juste avant la présidentielle. C'est-à-dire qu'il avait fait basculer quelques petits cantons qui additionnaient les uns aux autres, avait fini par faire basculer l'élection de la Floride. Là, le réservoir de gens indécis n'est même pas suffisant en imaginant que tous les indécis basculeraient du côté Trump. Voilà. Donc, alors la question de la hausse de la fiscalité, soit on dit dès maintenant, là, la dette américaine a tellement explosé, mais tellement, depuis mars, mais on avait déjà un encours colossal depuis 2008. Et est-ce qu'il y a un moment où, effectivement, il faut qu'on se dise qu'on arrête ça? On ne peut pas continuer d'injecter 5% de PIB par an pour avoir 2% de croissance. Il y a un moment où, effectivement, on n'est pas solvable. Ce que disait Bernard en préambule, il y a un moment où vous pouvez plus rembourser le principal. Et on était déjà arrivé à l'aube de l'année 2020 avec un encours de dette absolument énorme et qui n'était soutenable que si l'on avait une croissance d'au moins 2-3%. Là, on ne l'a pas, cette croissance. Donc, il y a un moment, il faut envoyer aussi un signal aux créanciers. Bon, on a compris, la solidité du dollar nous importe, donc on met en place les moyens de rembourser. Alors évidemment, pour les entreprises qui avaient déjà pas vu leurs bénéfices progresser en 2019 et qui vont les voir baisser en 2020, l'année 2021, 2022, 2023, s'il y a une hausse de la fiscalité, évidemment, il va falloir faire autre chose que les actions, sauf que l'enjeu aujourd'hui, c'est de préserver la crédibilité du dollar. Et si cette crédibilité du dollar s'évanouit, ça va être très très compliqué pour les États-Unis. Merci à tous les deux. C'était le face-à-face. Philippe Béchade, la bourse au quotidien, et Bernard Hébrant pour Invesco AM. Bon retour, bonne journée à tous les deux.